Il y a bien longtemps, au tout début de l'histoire du cosmos, l'univers était si chaud et si dense que la matière sous sa forme actuelle ne pouvait pas exister. Pendant les premiers millionièmes de seconde après le Big Bang, tout ce qui existe n'était qu'alors qu'une soupe infernale faite de particules élémentaires qui se déplaçaient à des vitesses proches de celles de la lumière. L'univers s'étendant et se refroidissant, les particules élémentaires de cette soupe primordiale finirent par s'assembler pour donner progressivement naissance aux protons, aux neutrons et aux noyaux qui forment le cœur des premiers atomes. Cette substance éphémère, et presque aussi ancienne que l'univers lui-même, a depuis disparu sans laisser de traces. Il faudra attendre 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique pour que, sur Terre, quelques milliers d'humains décident de combiner leur savoir pour recréer, dans le creuset de leur forge moderne, quelques gouttelettes de la soupe la plus chaude du monde. De la plus minuscule bactérie à l'étoile la plus massive, tout ce qui nous entoure est constitué d'atomes. Chaque atome, quant à lui, est constitué d'un noyau, composé de protons et de neutrons, et est entouré d'un nuage d'électrons. La matière qui nous entoure peut se trouver dans divers états, selon les conditions de température et de pression. Vous en connaissez tous au moins 3 d'entre eux, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Dans des conditions normales de pression, faites chauffer un glaçon, il va finir par fondre, donc passer de l'état solide à l'état liquide. Continuez de chauffer la flaque d'eau qui en résulte, et au-delà de 100 degrés, elle se changera en vapeur d'eau, et donc en gaz. Jusque-là, pas de surprise. Mais qu'est-ce qui se passerait si on chauffait ce gaz encore plus ? Eh bien, si on continue d'augmenter la température, au-delà d'un certain point, l'énergie sera assez grande pour briser les liaisons chimiques qui maintiennent les molécules d'eau en place, ce qui donnerait un gaz d'atomes, d'hydrogène et d'oxygène. Mais si on chauffe toujours plus, l'énergie ambiante finira par avoir raison de la force qui maintient les électrons autour des atomes, et on va se retrouver avec un bouillon de noyaux d'atomes nus et d'électrons qui se baladent librement. On a alors affaire au 4e état de la matière, l'état plasma. Le plasma, c'est l'état qu'on retrouve notamment dans les éclairs et les étoiles, et d'ailleurs c'est probablement sous cette forme que se trouve l'immense majorité de la matière dans l'univers. Mais puisqu'on est bien parti, on va pas s'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe quand on chauffe un plasma ? Eh bien, à un moment, ce sont les noyaux des atomes eux-mêmes qui seront brisés par l'intense chaleur, puisque l'énergie sera suffisante pour casser les liens qui maintiennent les protons et les neutrons ensemble. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On peut encore aller plus loin. Parce que si on zoome sur un proton ou un neutron, on constate qu'ils sont eux-mêmes composés de briques élémentaires. Ces briques, on les appelle des quarks. L'existence des quarks a été mise en évidence dans les années 70, quand on a constaté qu'en envoyant des électrons sur des protons, certains d'entre eux rebondissaient sur de petits grains durs à l'intérieur du proton. Pourtant, on n'a jamais observé de quarks se balader tout seuls dans la nature. On ne les trouve ordinairement que par groupe de 2 ou de 3, inséparables pour toujours et liés entre eux par des particules qu'on appelle des gluons. Ces gluons, comme leur nom l'indique, vont agir comme une sorte de colle pour les quarks, ou plutôt comme des ressorts. Plus on tente d'éloigner les quarks d'un proton ou d'un neutron entre eux, plus on tire sur les ressorts, et donc plus leur force de rappel est grande. A l'inverse, plus on rapproche ces quarks, moins ils interagissent entre eux. Autrement dit, plus ils sont proches, plus ils sont libres. La théorie qui décrit l'interaction entre les quarks et les gluons, la chromodynamique quantique, prédit alors un phénomène assez exceptionnel. Si on arrive à mettre assez de protons et de neutrons dans un volume suffisamment petit, ou à les soumettre à des températures suffisamment élevées, les protons et les neutrons vont finir par fondre littéralement, et les quarks, libérés de l'emprise des gluons, pourront enfin se balader dans un volume bien plus grand qu'un proton. On a alors formé un nouvel état de la matière, le plasma de quarks et de gluons. Pour créer du plasma de quarks et de gluons, vous vous doutez bien qu'il faut atteindre des températures colossales, qui n'étaient communes que dans les premiers instants du cosmos, à une époque où l'univers lui-même était la chose la plus chaude de l'univers. Pour mettre la matière dans un état aussi extrême, il nous faut des machines non moins extrêmes, des accélérateurs de particules. Et à l'heure actuelle, il n'existe que 2 endroits au monde qui ont cette capacité. L'un de ces endroits est le RHIC, le collisionneur d'ions lourds relativistes du laboratoire national de Brookhaven, près de New York. Et ici, à Genève, au grand collisionneur de Hadron du CERN, le fameux LHC. Avec son anneau de 27 km de circonférence, le LHC est de très loin la plus grosse machine que l'humanité ait jamais construite. La fonction première du LHC est de créer de nouvelles particules en faisant s'entrechoquer des protons entre eux. Mais pendant 1 mois tous les ans, le LHC accélère des noyaux de plomb à plus de 99% de la vitesse de la lumière et les fait entrer en collision. À de telles vitesses, les noyaux paraissent aplatis pour un observateur fixe, par un phénomène qu'on appelle la contraction des longueurs par transformation de Lorentz.
Lorsque les deux noyaux se percutent, la collision est si violente qu'elle génère des milliers de débris subatomiques. Et pendant une fraction de seconde infinitésimale, une minuscule gouttelette de plasma de quark et de gluons se forme, pas plus grosse que le noyau d'un atome. Le phénomène est si bref et si petit qu'il ne peut pas être observé directement. Mais la gouttelette, en s'étendant, se refroidit instantanément et les quarks se recombinent dans un chaos de particules ordinaires qui s'étend dans toutes les directions. Un chaos si complexe à démêler qu'il a fallu plusieurs années de collecte et d'analyse de données des collisions de noyaux lourds du CERN pour confirmer, au début des années 2000, que cet état de la matière avait bien été produit. Les collisions de noyaux de plomb du LHC ont lieu ici, à 50 mètres sous terre, au cœur du détecteur ALICE. Cette immense structure, aussi lourde que la tour Eiffel, a été conçue dans le seul but d'étudier les propriétés du plasma de quark et de gluons. À l'intérieur, un énorme aimant plonge les particules dans un intense champ magnétique. Lors d'une collision, les milliers de débris issus de l'impact vont traverser plusieurs couches de détecteurs réparties autour du point de collision. Le passage d'une particule à travers chaque détecteur produit un signal électrique, ce qui permet de reconstruire très précisément sa trajectoire et son énergie, et ainsi d'identifier sa nature. Il s'agit donc, à travers les caractéristiques de ce feu d'artifice de particules, de comprendre comment le plasma de quark et de gluons s'étend, comment il se refroidit, en bref, comment il a évolué pour donner naissance aux protons et aux neutrons qui composent l'univers aujourd'hui. Dans cette quête, le RHIC et le LHC sont des instruments complémentaires. Tandis que le RHIC peut explorer toute une gamme d'énergies de collision pour déterminer précisément la température et la pression au-delà de laquelle la matière ordinaire se change en plasma de quark et de gluons, le LHC, de son côté, est la machine de tous les records. Cet accélérateur peut en effet réaliser des collisions à des énergies beaucoup plus grandes que le RHIC, ce qui permet aux physiciens de maintenir cet état de la matière un peu plus longtemps et de se rapprocher un peu plus des conditions de température qui régnaient juste après la naissance de l'univers. Notre exploration de la matière nucléaire dans des conditions extrêmes ne fait que commencer, et il va nous falloir encore plusieurs millions de collisions avant de pouvoir cerner complètement les propriétés du plasma de quark et de gluons. Mais les premiers résultats ont déjà de quoi intriguer. En faisant s'entrechoquer des noyaux d'or, les chercheurs du laboratoire de Brookhaven avaient fait en 2005 une découverte remarquable. Au lieu de se comporter comme un gaz dans lequel quark et gluons évolueraient librement en s'ignorant les uns les autres, comme les physiciens l'attendaient, le plasma de quark et de gluons se comportait plutôt comme un liquide. Même à de telles températures, les quarks et les gluons continuaient à interagir entre eux et avaient un mouvement collectif coordonné, un peu comme un banc de poissons qui évolue comme un seul et même objet. La soupe primordiale se comportait donc comme un liquide, et pas n'importe lequel, un liquide parfait, quasiment sans viscosité, sans frottement entre ces particules qui pourraient s'opposer à son écoulement. Autrement dit, si on touillait cette soupe, elle se mettrait à tourner pour l'éternité. Mais si l'on en croit les prédictions de la chromodynamique quantique, si l'on porte la matière à des températures beaucoup plus grandes, et malheureusement impossibles à atteindre avec les technologies actuelles, le comportement du plasma de quark et de gluons devrait finir par se rapprocher de celui d'un gaz. Mais de quelle température on parle exactement? Et comment ça se mesure? Non, parce qu'a priori, évaluer la température de la soupe la plus chaude, la plus petite et la plus éphémère du monde, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est loin d'être simple. Il n'est pas question d'y plonger le petit doigt ou un thermomètre, ça marcherait juste pas. Alors il y a plusieurs méthodes complexes à base de recensement d'un certain type de particules, mais au LHC on se sert notamment des rayonnements qui sont émis lors de la collision, de la même manière que la couleur d'un métal chauffé nous renseignera sur sa température. Ce genre de mesure a permis aux physiciens du CERN d'annoncer en 2012 avoir créé un plasma de quark et de gluons à une température de 5500 milliards de degrés, soit plusieurs centaines de milliers de fois la température du cœur du Soleil, ce qui en fait non seulement la matière la plus chaude jamais produite en laboratoire, mais aussi, temporairement, l'un des points les plus chauds de tout l'univers. Et puisqu'on est dans l'air corps, il faut savoir qu'un dé à coudre de plasma de quark et de gluons pèserait 40 milliards de tonnes, soit l'équivalent de 100 fois la masse combinée de toute l'humanité. À part les trous noirs stellaires, il n'existe rien de plus dense. Cette densité extrême n'est pas sans rappeler celle des étoiles à neutrons, ces cadavres d'étoiles massives dont on vous a parlé dans l'épisode 2. D'ailleurs, il n'est pas impossible que la matière au cœur des étoiles à neutrons puisse se trouver sous forme de plasma de quark et de gluons. Mais pour l'instant, on a encore trop d'inconnus dans notre compréhension de ces objets pour pouvoir l'affirmer. La question reste donc ouverte. Quelques millionièmes de seconde.
Sur les 13,8 milliards d'années d'évolution de l'univers, les quarks et les gluons n'ont été libres que pendant quelques millionièmes de secondes, avant d'être confinés à jamais dans les protons et les neutrons qui nous entourent et nous composent. Cette époque révolue, que même nos plus grands télescopes sont incapables d'observer, est maintenant à notre portée. En portant la matière à des températures inimaginables, en la réduisant à ses particules les plus élémentaires, le RIC et le LHC sont plus que des accélérateurs de particules. Ce sont aussi nos plus puissantes machines à remonter le temps. Des machines qui nous permettent d'écrire ensemble la première page de l'histoire de l'univers. Pour confirmer, au début des années 2000, que cet état de la matière avait bien été produit. Le phénomène est si bref et si petit qu'il ne peut pas être observé directement. C'est là où on comprend Penzias et Wilson. Bref. La théorie qui décrit l'interaction entre... Allez, on y va. Allez, on y va. Je vais devenir sociopathe.